Donc bonjour, aujourd'hui j'aimerais aborder avec vous un sujet d'actualité qui est le rôle du pharmacien dans la prévention de la résistance bactérienne en général et plus spécifiquement chez le pharmacien. Mais avant d'aller dans ce sujet dont on va discuter, on va d'abord faire un voyage dans le passé et on va aller dans les années 20 si vous permettez. Donc on voit bien qu'en 1928, c'est l'avènement de la pénicilline. Et dès qu'il y a eu cette molécule, l'humanité, vraiment, ça a créé une espérance et ça a créé d'emblée 20 ans de vie en plus pour toute l'humanité. Donc on a pensé à l'avènement de la pénicilline, que les problèmes d'infection étaient réglés puisqu'on avait des antibiotiques. Or, à ce moment-là déjà, en 1928, Fleming avait déjà alerté les médecins et les prescripteurs sur le fait qu'il fallait être attentif et que, c'est vrai, les antibiotiques sont efficaces, mais qu'il y avait des règles de prescription. Et on le voit bien, il n'y a pas de pointeur, désolé, mais si on voit en 1928, mais déjà en 1940, on commence à avoir les premiers cas de résistance à la méticilline. Plus on va dans le temps, en suivant la flèche, on arrive jusqu'en 2016 où on va des entérobactéries. Pardon. Il n'y a pas de souci. Très bien. Où on voit des entérobactéries qui vont déjà, on aura des résistances en milieu hospitalier à la colistine qui est un antibiotique strictement hospitalier. Oui, d'accord. Donc, on voit bien que du fait d'avoir des antibiotiques qui étaient une solution, si rien n'est fait d'ici à l'aube des années 50, on va arriver à une ère comme l'ère pré-antibiotique. Je m'explique. Il y aura des antibiotiques d'ici 30 ans, mais ils seront inefficaces. Donc c'est comme si qu'il n'y en avait pas si rien n'est fait. Vous allez me dire, bon, mais sûrement qu'il y a des nouveaux antibiotiques, il y a des laboratoires qui y travaillent, il y aura sûrement des nouvelles molécules. Il faut savoir que depuis 30 ans, il n'y a pas eu de nouvelle classe d'antibiotiques, d'accord? Et les antibiotiques approuvés, on voit bien que en 1984, il y avait 18 antibiotiques, alors que dans les années 2012, on n'en vient qu'à 2 antibiotiques approuvés. Les laboratoires qui sont engagés dans la recherche, au début des années 90, on avait 18 laboratoires qui étaient engagés dans la recherche, alors que plus on va dans le temps, dans les années 2012, on voit bien que les laboratoires se désengagent de la recherche et du développement des molécules en antibiothérapie. Pourquoi ? Parce que c'est jugé non rentable. Un antibiotique, si on continue comme ça avec la résistance, il aura une durée de vie et donc l'investissement au long cours n'est pas amorti. Donc certains laboratoires ont revendu leurs antibiotiques pour aller vers d'autres aires comme l'oncologie, les vaccins, etc. Donc le problème, il est là, c'est qu'il y a une antibiorésistance de plus en plus importante et on n'a pas de solution de rechange, on n'a pas de nouvelles molécules. Vous saisissez un peu le problème, il est où? Et là, c'est vraiment un problème, un défi majeur, puisqu'il va y avoir de plus en plus de décès, ça va générer des coûts, que ce soit en santé ou bien de productivité. La résistance bactérienne, en général, c'est un mot un peu compliqué. On pense à une boîte de pétri avec des germes multirésistants, mais malheureusement, c'est des patients qui étaient venus pour une solution thérapeutique et qui n'ont pas reçu cette solution, où il y a des échecs, des décès, des séquelles. Où c'est que si rien n'est fait par rapport à ça, et vraiment c'est un cri d'alarme, c'est que d'ici les années 2050, si on vient aujourd'hui, les causes principales de décès, malheureusement comme on le sait tous, c'est en oncologie.
le premier cause de décès, c'est dans l'oncologie. Or, si rien n'est fait, d'ici 2050, on voit bien que la première cause de décès, elle va dépasser l'oncologie en bleu et ça va être les décès par cause de résistance antimicrobienne. Ça va dépasser. Donc il y aura 10 millions de décès par an parce que c'est des gens qui auront pris des antibiotiques, mais le résultat, on va faire des résistances. Où c'est qu'on va retrouver ces populations qui vont être résistantes aux antibiotiques? Comme toujours, ça va être dans des pays en voie de développement ou des pays sous-développés. Pourquoi? Comme vous le savez bien, parce que c'est des pays où il y a une consommation anarchique d'antibiotiques, où il n'y a pas réellement des programmes bien codifiés de prescription d'antibiotiques. Il n'y a pas de contrôle. Et c'est pour ça qu'on va les retrouver dans ce genre de pays. Donc c'est vraiment un enjeu planétaire et tout le monde est concerné par ce problème. Et c'est vrai que l'OMS en a fait sa priorité et qu'il a été dit qu'il y a très peu de questions de santé publique qui sont aussi importantes parce que nul n'est à l'abri. Dans cette salle, nul n'est à l'abri de faire une infection, quelle qu'elle soit, de prendre un antibiotique, de faire une résistance, de faire un antibiogramme et tous les antibiotiques, on va être résistant, et on va décéder d'une infection aussi minime soit-elle. Donc tout le monde est concerné par la résistance antibactérienne. Ce n'est pas le diabète ou une population donnée. C'est ça le fond du problème. Donc les causes de la crise antimicrobienne, on va voir qu'elles sont multifactorielles. Il n'y a pas qu'une seule cause. D'abord, c'est le fait de déverser des antibiotiques dans la nature, dans les égouts, bien des usines qui n'ont pas de règles HS et qui déversent sauvagement les antibiotiques. Donc déjà, c'est une cause de résistance. C'est aussi des antibiotiques dans votre assiette, puisque on l'a vu, on prescrit de plus en plus d'antibiotiques, par exemple pour les gens qui font de l'élevage de poulets. On met beaucoup de poulets dans un endroit assez restreint, donc pour pas qu'il y ait des infections, en préventif, on va donner des antibiotiques à ces poulets. Mais pas seulement pour traiter les infections, on va également en donner comme facteur de croissance pour avoir un poulet qui est plus gros que la norme. Et on l'a vu aussi dans l'élevage, qui se rappelle des fameux moutons de l'Aïd verdâtres. C'était des moutons qui avaient pris des antibiotiques, où on n'avait pas respecté le délai d'élimination, et on s'est retrouvé avec ces viandes où les gens n'ont pas pu les consommer. Donc le fait d'avoir aussi des antibiotiques dans son assiette, c'est-à-dire qu'on va manger quelque chose avec des antibiotiques, c'est encore un facteur en plus pour la résistance antimicrobienne. Et en agriculture également. Si on en vient aussi à l'utilisation des antibiotiques en milieu hospitalier, on sait qu'il y a de plus en plus de petits gestes chirurgicaux dans les hôpitaux où on prescrit des antibiotiques en préventif. Et bien sûr, il n'y a eu aucune étude qui a prouvé la nécessité ou bien l'efficacité de la prescription d'antibiotiques en préventif. Donc ça aussi, c'est une cause en plus. Mais s'il y a un facteur sur lequel on va pouvoir agir, je pense que c'est surtout la prescription d'antibiotiques en milieu communautaire. C'est vrai que la prescription d'antibiotiques, on la voit de plus en plus aux âges extrêmes, c'est-à-dire chez les enfants et en gériatrie. On voit de plus en plus de personnes âgées, Dieu merci, avec l'espérance de vie. Et c'est des gens qui sont, on a peur, que ce soit un enfant ou un adulte, sous la pression de la famille, on demande des antibiotiques. Il faut savoir que d'après les dernières études, un patient sur deux qui va chez le médecin s'attend à une prescription d'antibiotiques. On a également des prescriptions inappropriées. Qu'est-ce qu'on veut dire par inapproprié? C'est-à-dire que pour une infection virale, on va peut-être donner abusivement des antibiotiques, ou bien on va donner un antibiotique, il y a nécessité d'antibiotiques, par contre, on ne va pas tirer sur une mouche avec un canon. C'est vrai qu'il faut donner un antibiotique, mais pourquoi ne pas commencer du plus bas et monter doucement?
Bien sûr, l'automédication, elle aussi, est là, ou parce que le voisin a pris tel antibiotique, ou bien le cas d'une maman qui a 2 enfants, le pédiatre a prescrit pour le premier tel antibiotique. Donc, si le deuxième tombe malade dans les 10 jours qui suivent, elle donnera le même antibiotique. Donc, on voit bien que si on doit agir sur les causes de la crise antimicrobienne, il va falloir agir sur plusieurs facteurs, pas seulement une cause. Si on parle d'évolution de la consommation des antibiotiques, on sait qu'il y a un lien direct entre la consommation et l'augmentation de la résistance. Plus on consomme, plus on a des risques de résistance. Et le contraire est vrai. Là où est l'espoir, c'est que si on diminue notre consommation, effectivement, on a peut-être une chance de faire machine arrière. Mais si on voit par exemple entre les années 2011 et 2012 la facture d'importation de médicaments en Algérie, on voit que ça a augmenté de 29%. Là, on parle de médicaments en général, mais si on parle d'antibiotiques, on a une augmentation de 19%. C'est vrai que Dieu merci, on a un système de santé, de remboursement, alhamdoulilah, par rapport à d'autres pays où les médicaments, entre autres les antibiotiques, sont remboursés. Donc pourquoi se priver? On sait que la majorité des antibiotiques qui sont prescrits, c'est les formes orales. Ça va être également les bêta-lactamines et bien sûr les macrolides. Voilà un peu pour dresser le tableau par rapport à la situation en Algérie. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On a dit que c'était multifactoriel, tout le monde est impliqué, que ce soit le ministère de la Santé, de l'Agriculture, les vétérinaires, les pharmaciens, et on va parler plus spécifiquement, un peu plus loin, du rôle du pharmacien. Mais si on doit agir, il va falloir, que ce soit en médecine humaine ou vétérinaire, agir sur 3 items. Je vais aller directement au 3e, on va parler de nouveaux antibiotiques. J'ai dit que très peu de laboratoires maintenant étaient engagés dans la recherche antibiotique. Grâce à Dieu quand même, GSK fait partie des rares labos qui continuent. Et on a, entre autres, sans rentrer dans les détails, des molécules qui sont en phase de développement par rapport à certaines tuberculoses résistantes, certaines gonocoxies ou certaines infections à E. coli résistantes. Donc tout ça, c'était pour aborder l'item nouveaux antibiotiques. Si on va à l'utilisation appropriée des antibiotiques, là, c'est vraiment là qu'on devrait agir, parce que qu'est-ce qu'on veut dire par un bon traitement antibiotique? C'est un antibiotique qu'on va donner à la bonne dose, à la bonne durée de traitement, à la bonne indication. C'est ça un traitement optimal et une bonne utilisation de l'antibiotique. On va respecter des principes de prescription. À quoi ça sert de prescrire un antibiotique si c'est viral? Donc on va essayer, un tant soit peu, de ne pas donner d'antibiotiques dans des infections virales. Déjà, ça va diminuer, puisque j'ai dit qu'il y avait un rapport entre le fait de consommer et de générer des résistances. Le deuxième point, c'est que si on est obligé de prescrire des antibiotiques, autant choisir le bon antibiotique pour la bonne infection. Mais si on doit choisir un bon antibiotique, il faut connaître le germe en cause. Or, on sait que chez nous, la plupart du temps, on est dans des traitements probabilistes, puisqu'on n'a pas de preuves, on n'a pas de test de diagnostic rapide, ce qui est quelque chose qui se fait couramment en Europe, mais bon, on fait avec. Donc, l'idéal, c'est de connaître le profil par rapport à la région où on habite, d'antibiotiques et de résistance. Et bien sûr, il faut donner des antibiotiques à la bonne dose, comme c'est recommandé. Il faut également, donc, si on parle de prescription appropriée, toute pathologie confondue, on sait que les antibiotiques, ils sont surtout prescrits, et vous allez sûrement être du même avis que moi, c'est dans les infections respiratoires surtout. Donc, à peu près 2/3 des antibiotiques sont prescrits dans les infections respiratoires. Et on sait que dans 80% de ces infections, on va prescrire un antibiotique. Or, à peu près 40% de ces infections sont virales. Donc, ça fait des prescriptions communautaires injustifiées.
Déjà là, si on a quelqu'un qui se présente une angine non compliquée, avec des règles diététiques et quelques conseils, des tisanes comme nos vieilles grand-mères, de toute façon, il guérira, avec ou sans antibiotiques. Donc, on agit sur les infections respiratoires. Donc, si vous suivez mon raisonnement, les causes les plus probables de prescription d'antibiotiques, ça va être les infections respiratoires. D'accord. Donc, si ce n'est pas viral, on veut donner un antibiotique. Quel antibiotique on va donner? Va falloir connaître le profil. Quels sont les germes les plus incriminés dans les infections respiratoires? Donc, les germes les plus incriminés, ça va être l'Haemophilus influenzae et le streptocoque pneumoniae. Donc, si on veut être efficace, il faut donner des antibiotiques sensibles, ces germes vont être sensibles aux antibiotiques qu'on va donner. Donc, si on voit les profils de résistance par rapport à l'Algérie, il y avait une étude de surveillance antibiotique résistance qui avait été faite entre 2007 et 2009 en Algérie. C'était une étude GSK et on avait vu que ce soit pour le pneumocoque ou l'Haemophilus influenzae, une sensibilité à l'acide clavulanique qui était encore présente. Donc, pas de nécessité de donner des antibiotiques beaucoup plus forts puisque ça marche avec de l'amoxicilline, acide clavulanique. On va se dire c'est une étude GSK, on va prendre une étude indépendante, celle-ci en 2014. C'est l'étude de Madame Hannachi. Et aussi bien pour l'adulte que pour l'enfant, on voit bien qu'on a une sensibilité qui est tout à fait une bonne sensibilité par rapport au streptocoque. Donc également, pas de nécessité de donner quelque chose de plus fort. Également en 2016, où on retrouve pour une autre étude le même profil. Donc ce qu'on déduit de ces études, c'est qu'il faut aller crescendo et bien sûr, on va suivre les recommandations et on va suivre les recommandations des autres autorités de sécurité. Donc, à activité comparable, il vaut mieux donner un antibiotique avec un spectre plus restreint pour pouvoir, si ça ne marche pas après, passer à plus. On va respecter bien sûr les posologies. On va essayer de limiter l'utilisation des antibiotiques. On va voir plus loin que les antibiotiques qui sont classés de par leur potentiel de résistance. Donc on va prendre un antibiotique où il n'y aura pas trop de résistance. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on risque? Au bout de 2 ou 3 jours, on réévalue. Si vraiment ça ne se règle pas, on passe à plus. C'est de cette manière et de cette manière seulement qu'on va pouvoir éviter l'impasse dont j'ai parlé précédemment. Si on suit les recommandations, que ce soit de la Société française de pédiatrie, de la Société de pathologie infectieuse de langue française ou bien du groupe de pathologie infectieuse de pédiatrie, toutes ces sociétés recommandent d'utiliser l'amoxicilline en première intention et bien sûr de passer en deuxième intention à d'autres molécules qui ont un rapport bénéfice-risque qui est supérieur si ce patient a une contre-indication ou bien une allergie ou bien sûr s'il y a un échec au bout de la 48e ou bien la 72e jour, on va passer à d'autres molécules. Donc, on a vu les recommandations des sociétés savantes. On va passer à l'OMS. L'OMS publie depuis 40 ans, tous les 2 ans, il y a une mise à jour. C'est ce qui s'appelle la liste modèle des antibiotiques. Qu'est-ce que ça veut dire cette liste? Tous les 2 ans, l'OMS donne des orientations aux pays. Si vous voulez, c'est comme vous, quand vous faites votre boîte de pharmacie dans votre maison, vous avez un certain nombre de médicaments qu'il faut qu'ils soient disponibles dans votre boîte de pharmacie. C'est la même chose. Donc chaque année, chaque 2 ans, depuis 40 ans, elle en est à sa 22e édition. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'en mars passé, par rapport à la liste modèle des médicaments en général, par rapport aux antibiotiques, il y a eu une classification des antibiotiques. C'est-à-dire que l'OMS non seulement a donné les antibiotiques qu'il faudra avoir, mais aussi les a classés par potentiel de résistance. Je m'explique. Elle a classé en 3 classes
Access, Watch et Reserve. Donc Access, c'est les antibiotiques qui doivent être le plus accessibles, des antibiotiques qui doivent être abordables. Et on voit bien que dans cette classe d'antibiotiques, on va avoir l'amoxicilline et l'amoxiclave. Donc toujours commencer par le plus simple. Et s'il y a un échec ou bien une contre-indication ou autre, on passera à la deuxième classe. La classe Watch, qui est une classe où il y a des antibiotiques qu'on prescrira dans des indications bien spécifiques ou après échec de la première classe. Et bien sûr, la toute dernière classe, où celle-là, vraiment, c'est dans une pharmacie avec votre à clé, où vraiment on donnera quand il y a un échec à tous les autres antibiotiques. Et donc, c'est vraiment de cette manière, en priorisant, en classifiant les antibiotiques, qu'on arrivera à préserver ce potentiel thérapeutique, si on peut dire. On en arrive au pharmacien. Donc, le pharmacien, c'est vrai qu'il a une position privilégiée et que c'est vrai qu'on ne la met pas assez en valeur. On a parlé du médecin de famille. Je ne sais pas si le mot existe, le pharmacien de famille, mais ça existe, le pharmacien, il est là. C'est les pharmacies, dans tous les quartiers maintenant, il y a des pharmacies. Donc c'est la proximité. C'est aussi la disponibilité. On ne prend pas rendez-vous pour aller à une pharmacie. On va à l'heure où on veut. On est tout le temps accueillis. Les pharmacies sont de garde, donc c'est des horaires qui sont très extensibles. On sait qu'en France, il y a 4 millions de personnes qui visitent une officine par jour. Vous vous rendez compte, 4 millions de personnes. Le pharmacien, c'est le seul à connaître parfaitement le patient. Je suis médecin, mais je dirais peut-être mieux que le médecin. Pourquoi? Parce que le médecin, il a peut-être, c'est son cardio, il connaît son cœur. Mais peut-être que si le pharmacien, le patient ne lui raconte pas qu'il a consulté là ou qu'il prend un autre traitement, peut-être qu'il ne le saura pas. Par contre, le pharmacien, c'est le seul à avoir la carte thérapeutique du patient et à savoir tout ce qu'il prend, les interactions, etc. À connaître son milieu socio-professionnel et tout ce qui l'entoure. C'est pour ça que la place du pharmacien, elle est vraiment à privilégier et à mettre de plus en plus en valeur. Donc le pharmacien, je ne vais pas abuser de votre temps, je vais bientôt terminer. Donc il aura principalement comme rôle dans la résistance antibiotique, disons 3 rôles. Le premier, ça va être le juste usage des antibiotiques. C'est-à-dire que quand il reçoit une ordonnance, il va devoir juger de l'opportunité d'une prescription d'antibiotiques. Est-ce que réellement ce patient nécessite d'avoir un antibiotique? Il a ce pouvoir, bien sûr. Bon, il nécessite un antibiotique. Est-ce que réellement l'antibiotique qu'il a eu répond aux recommandations? Il a eu une céphalosporine de 5e génération, bon j'exagère, pour une pathologie, il ne voit pas le pharmacien. Donc déjà, il a un rôle de vérification. Il va bien sûr vérifier les doses, il va expliquer la manière de prendre les antibiotiques, c'est très important. Et bien sûr, encore une fois, expliquer aux patients qu'un antibiotique, ça ne s'arrête pas en 2 jours, qu'il faut une durée de traitement et le pousser à une bonne observance. Le deuxième rôle, c'est la prévention des infections. C'est vrai que de plus en plus, on va aux antibiotiques, à la thérapeutique, et on a oublié que le fait juste de se laver les mains, ça permet de limiter les infections. Le fait de mettre un masque quand on a une maladie également, et d'expliquer les modes de transmission de certaines pathologies. C'est vrai que parfois le médecin est débordé, il y a beaucoup de patients, et ce rôle, le pharmacien le tient très bien, ce rôle de conseil. Également, le pharmacien rappelle, et c'est vrai, on le voit, rappelle le calendrier vaccinal. Par exemple, si le vaccin contre la grippe est arrivé, il va faire attention à ces petits patients. C'est une relation de confiance. Ces maladies chroniques, il sait qu'ils ont une maladie chronique, donc il va leur dire « Est-ce que vous avez pensé à vous vacciner ?» Et ça, il n'y a que le pharmacien qui peut le prendre. Donc vous voyez un peu cette relation privilégiée entre le pharmacien et ses patients.
Bien sûr, je ne rentre pas dans les détails, la communication, l'éducation, la formation, des fois même le dépistage, le fait de prendre, on sort de l'antibiothérapie, mais le fait de prendre une tension, ça sera le pharmacien qui va l'orienter vers son médecin en disant « Oh là là, non, ça c'est haut, il faut voir votre médecin ». Donc encore une fois, la place du pharmacien, elle est unique. Et bien sûr, ça va être un échange entre le pharmacien, le patient, le médecin. Normalement, ça devrait marcher comme ça. Donc j'en viens à la fin de ma communication. En résumé, on a bien vu que la résistance bactérienne, on a vu, il y a des antibiotiques, mais si on ne fait rien, on va arriver à une impasse, des antibiotiques qui ne seront pas efficaces. On a vu qu'il n'y avait pas de nouvelles molécules, donc il faut faire avec ce qu'on a. C'est pas pour alerter, mais on doit préserver tous comme on est, médecins, pharmaciens, on doit préserver pour nos enfants ce potentiel des antibiotiques. Sinon, il n'y aura pas d'autre solution. Tout le monde doit être impliqué dans ce processus et bien sûr, il faut valoriser la place du pharmacien qui a une place privilégiée et un rapport de confiance par rapport à ses patients à part. Je vous remercie.